Aujourd'hui, je reçois Charles Gave, une figure incontournable de la finance en France. Économiste, analyste financier, essayiste et ancien gestionnaire de fonds, Charles a plus de 50 ans d'expérience cumulée sur les marchés financiers. La France est dans ce qu'on appelle une trappe à dette. C'est une notion keynésienne, c'est-à-dire qu'arrive un moment où la charge de la dette monte plus vite que le PIB. Et à partir du moment où la dette se met à monter beaucoup plus vite que le PIB, C'est un piège. vous êtes foutus. En 1981, il cofonde Cursiter Eaton Asset Management à Londres. La société atteint 10 milliards de dollars d'actifs d'encours avant d'être revendue en 1995. En 2000, il décide de cofonder GAFCAL à Hong Kong cette fois-ci. Cette société conseille aujourd'hui des grandes institutions dans leurs décisions financières. Charles a une spécialité, anticiper les grandes tendances de demain, notamment le rôle croissant de la Chine dans l'économie mondiale. Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès à toutes les matières premières de l'Asie du Nord qu'elle paye dans sa monnaie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune contrainte du commerce extérieur. C'est-à-dire que le boom qu'il va y avoir dans l'océan Indien, ça va être inouï. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui va arriver. Depuis 2012, il préside l'Institut des Libertés, un centre de réflexion libérale suivi par plus de 350 000 abonnés sur YouTube. Il a récemment lancé l'Université de l'épargne afin d'aider les Français à préserver leur patrimoine et mieux préparer leur retraite. Connu pour son franc-parler, il n'hésite pas à bousculer les idées reçues et peut choquer lorsqu'il décrypte les problématiques économiques mondiales. Qu'on soit d'accord avec Charles ou pas, je pense qu'il est néanmoins important et intéressant d'écouter des points de vue divergents qui sortent du lot afin de se former une opinion complète et de mieux gérer son argent. C'est ce que je dis toujours aux gens, dans la vie, un but, c'est d'avoir le fuck you money. C'est-à-dire le moment où vous êtes arrivé à un niveau d'indépendance financière où vous pouvez dire aux gens fuck you. Bienvenue dans ce Finari Talk, le podcast de la chaîne Finari. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, sachez qu'on publie 2 vidéos par semaine, des analyses de patrimoine, des vidéos éducatives, des portraits d'entrepreneurs inspirants et donc des interviews comme ce Finari Talk. Si vous êtes plutôt fan de podcasts, vous pouvez également retrouver le Finari Talk sur les grandes plateformes comme Spotify ou Apple Podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne, on vient de dépasser les 250 000 abonnés, alors un grand merci à vous. Si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à mettre un like, ça nous aide énormément et ça nous donne de la force pour faire encore plus de contenu gratuit et utile. Allez, c'est parti pour le Finari Talk avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour. La dette de la France a touché un nouveau sommet avec plus de 3200 milliards d'euros. Je pense qu'il faut le dire lentement pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Oh, oui, il faudrait le faire par tête de pipe d'ailleurs. Je sais plus combien. Je vais vous le donner puisqu'on est à 47 000 euros par habitant. Donc c'est délirant. On est hyper loin des plafonds de 60% qui étaient à l'origine dans les traités européens. On est aussi beaucoup plus haut que notre voisin allemand, qui est la locomotive économique de l'Allemagne. Donc il y a clairement un problème de dette et ça fait que s'accroître. En plus, cette dette, il faut la rembourser. Les intérêts, actuellement, ça nous coûte 50-60 milliards d'euros par an et ça devrait devenir le premier poste de dépense devant l'éducation en 2027 avec 80 milliards d'euros. Du coup, ma première question, c'est comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est une vaste question, mais il y a plusieurs raisons. La première, qui est la plus simple, c'est que les Français pensent que l'État est producteur de quelque chose. Donc, si vous voulez, les Français pensent que l'État crée de la valeur. Or, l'État ne fait que prendre de la valeur à gauche, dans le meilleur des cas, pour le redistribuer à droite et en garder une partie au milieu. Et donc, si vous prenez les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, sous De Gaulle, on était à peu près à 30% du PIB, et aujourd'hui, on est à 60%. Hein. Et la Suisse, qui était à 30% du PIB, sous De Gaulle, est toujours à 30% du PIB. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a littéralement pris de l'argent du secteur privé pour le donner au secteur public. Ce qui fait que, comme le coût de l'État montait sans arrêt, le coût du siège social France, si vous êtes une entreprise de base, est aujourd'hui 2 fois en France qu'elle est en Suisse. Donc, on n'est pas compétitif. Comme on n'est pas compétitif,
le taux de chômage augmente, puisque les entreprises n'ont plus la rentabilité suffisante pour embaucher les gens. Donc, l'État dit, il faut relancer la machine, vous savez, des trucs keynésiens à la noix. Donc, on va donner de l'argent. L'État va emprunter de l'argent pour le dépenser, ce qui relancera la croissance, qui est une des plus grosses bêtises qui ait jamais été dite dans l'histoire de l'économie, mais ça fait rien. C'est ce qu'on enseigne à l'ENA. Et à ce moment-là, eh bien, les calculs savants que j'ai faits dans ma vie montrent que si vous embauchez un fonctionnaire pour faire fonctionner cette machine, vous créez 3 chômeurs. En général, si vous voulez, parce qu'il faut le payer, ce fonctionnaire. Donc, ça râle les entreprises. Chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, c'est les entreprises qui le payent. Donc, elles ne peuvent plus embaucher les 2, les 3 autres mecs qu'elles auraient payés. Donc, si je devais résumer la question que vous m'avez posée, je dirais que les Français croient que l'État est bon. Et l'État, c'est le mythe, selon Bastiat, un des plus grands économistes français. Si vous allez sur le site, je crois qu'il y a 45 vues par jour en France et qu'il y en a 4000 aux États-Unis, parce qu'il est très populaire aux États-Unis, Bastiat. C'est le mythe qui permet à chacun d'espérer vivre au dépens des autres. Mais ça ne marche pas. Donc la raison pour laquelle on est en train de crever, c'est simplement que on suit la théorie marxiste de la lutte des classes, par exemple. Vous savez, c'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est d'être un arbitre qui prend à ceux qui pillent les autres, les entrepreneurs, pour le donner au peuple qui se fait spolier. J'ai jamais entendu parler de lutte des classes en Suisse. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt commun entre les entrepreneurs et les salariés, et que leur ennemi commun, c'est l'État. C'est ce que les Suisses ont très bien compris. Et nous, on continue à croire que l'État, c'est celui qui va régler nos problèmes. Vous allez voir quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple, les Français épargnent comme des fous. C'est un des peuples qui épargne le plus. On est un des meilleurs épargnants d'Europe. On est un des meilleurs épargnants. Donc les Français épargnent comme des fous. Une fois qu'ils ont mis leur épargne, et ils épargnent pourquoi? Parce qu'ils savent que l'État va faire faillite. Donc ils se disent, il faut que j'épargne pour ma retraite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des assurances-vie. Il y a 2000 milliards d'assurances-vie d'un État qui va faire faillite et qui leur donne un avantage fiscal pour acheter des obligations françaises. Donc vous vous dites, les Français ont un problème de compréhension des phénomènes économiques qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils épargnent pour se protéger contre l'État qui va faire faillite et ils confient leur épargne à ce même État. Ils peuvent acheter des actions aussi avec une assurance vie. Ils peuvent, mais en fait, quand vous regardez les chiffres, c'est 2000 milliards en obligations, quoi. C'est via le fonds euro, vous voulez dire. Ouais. C'est une histoire de fou, quoi. Ils atteignent un niveau d'imbécilité économique qui dépasse l'entendement. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. C'est quoi le risque d'avoir une dette de 3200 milliards de dollars, de 3200 milliards d'euros? Parce que c'est un peu abstrait, mais c'est quoi fondamentalement le risque pour nous investisseurs? Écoutez, c'est un risque qui est très connu, mais je voudrais faire un petit point de détail au départ, là. C'est que la dette, c'est pas automatiquement mauvais. La dette est mauvaise si vous empruntez à 3 pour investir, je sais pas, dans des centrales nucléaires qui vous rapporteront du 6, c'est une bonne idée. Comme avec l'immobilier, on peut faire l'immobilier. Non, parce que l'immobilier, faites attention, vous faites monter les prix, mais la quantité d'immobilier augmente pas. Donc les gens ne s'enrichissent pas, c'est un transfert de richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites monter, il y a toujours le même nombre de 350 mètres carrés à Paris. Bon, ils ont été multipliés par 10 depuis 30 ans, mais personne n'est plus riche. En fait, c'est une augmentation des prix qui fait que les jeunes ménages ne peuvent plus se loger. C'est pas un accroissement de la richesse, c'est que les vieux qui avaient des appartements sont devenus plus riches et les jeunes sont devenus plus pauvres. Mais la France n'est pas plus riche parce qu'il y a le même nombre de mètres carrés.
Donc l'immobilier, c'est un placement complètement fallacieux. C'est juste ce qu'on appelait autrefois en droit un enrichissement sans cause. Vous êtes de l'école de ne pas acheter d'immobilier? Ah ben j'ai pas dit ça, parce que ça, si les gens continuent, moi j'ai de l'immobilier, mais c'est simplement parce que je trouve que vous ne vous enrichissez pas. Moi j'ai compris comment je pouvais m'enrichir aux dépens des autres, donc j'ai acheté de l'immobilier pour moi. Mais ne me dites pas que c'est un enrichissement général. J'ai piqué de l'argent à mes enfants, quoi. C'est à peu près ce que j'ai fait. Donc c'est pas du tout. Il faut bien faire la différence, c'est que euh, le but d'une économie, c'est de créer plus de valeur. C'est tout. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que nous créons de moins en moins de valeur. Mais par contre, les prix augmentent des biens rares, qui sont artificiellement rares. Et il y a quelque chose que les Français devraient comprendre, c'est ce que dit Warren Buffett. Il dit, quand vous achetez quelque chose, ce que vous payez, c'est le prix. Ce que vous achetez, c'est la valeur. Il y a une différence essentielle entre le prix et la valeur. Absolument. Et donc, aujourd'hui, on a toute une série d'augmentations des prix qui se passent dans l'immobilier. Mais en fait, cet enrichissement se produit pour une partie très faible de la population. Et donc, ce qu'on peut appeler les riches, ceux qui ont des actifs, deviennent de plus en plus riches. Mais les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est exactement le concept qui passe toujours dans les sociétés socialistes. Alors que dans une société libre, comme la quantité de valeur augmente, les pauvres deviennent plus riches. Et ce que disait un philosophe américain que j'aimais bien, qui s'appelle John Rawls, qui a beaucoup réfléchi sur la justice économique. Il disait, un système économique est juste si ceux qui sont en bas de l'échelle voient leur niveau de vie monter sans arrêt. Ce qui se passe au sommet, tout le monde s'en fout. Mais d'un système où, dans le fond, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, est insupportable et injuste. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons un système économique, un système politique, qui est profondément injuste. Ça, c'est spécifique à la France ou c'est commun aux autres pays de l'Europe, selon vous? C'est pas commun en Suisse. C'est pas commun en Suisse? C'est pas Peut-être commun. la Suisse comme exemple, c'est un pays dont on devrait s'inspirer? C'est un pays, si vous voulez, vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Mais je donne souvent cet exemple à mon équipe. Oui, moi j'en connais pas. Parce que c'est très local, Oui, c'est parce que c'est les locaux qui décident. Bien sûr. Ils votent sur tout. Donc, si vous voulez, ce qu'on a en France, c'est qu'on a toute une série d'hommes politiques qui sont des professionnels, alors qu'en Suisse, personne ne connaît le nom d'un politicien. Et par exemple, prenons un exemple, ils décident un jour on va faire un référendum, puisqu'ils font des référendums tout le temps, pour savoir si les femmes ont le droit de porter le tchador en ville. Je crois qu'il y a 57% des Suisses qui décident non. Et à ce moment-là, plus personne n'a rien à dire. Le souverain, qui est le peuple, a parlé. Donc les juges n'ont rien à dire, les politiques n'ont rien à dire, le souverain a parlé. Donc, et le souverain, c'est celui qui doit prendre les décisions. Donc en France, on est parti d'une démocratie qui était représentative, parce qu'il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris, quoi. Donc on élisait un gars à Toulouse qui allait défendre les intérêts des Toulousains à Paris. Et puis ça nous a transformés dans un système professionnel, de politiciens professionnels, et qui ont monté des systèmes pour qu'on ne puisse plus les virer. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la souveraineté du peuple, en particulier en déplaçant toute une série de ces souverainetés vers l'Europe. Comme ça, ils ont pu plus embêter. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout ni dans une économie de marché, ni dans une démocratie. Et c'est pour ça qu'on est en train de dériver lentement vers une espèce de version molle de l'Union soviétique. Et on aura la même fin, la faillite. Justement, pour éviter la faillite, Michel Barnier a décidé d'amener un projet de loi des finances qui est un espèce de choc, donc il veut baisser les dépenses. Quand on regarde dans le Attendez détail... une seconde. Il ne veut pas baisser les dépenses. J'ai regardé. En réalité, c'est une grosse partie qui vient des impôts. D'abord, il va augmenter les impôts, comme on est de l'autre côté de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que plus on augmente les impôts, moins les recettes fiscales augmentent. Donc en augmentant les impôts, on est certain que le déficit budgétaire va s'accroître, puisqu'aujourd'hui, on a atteint l'espèce de retournement. Mais en plus, il vous dit qu'il baisse les dépenses, mais ce n'est pas vrai du tout. Il dit que les dépenses auraient dû monter de 6%. Je ne les monte que de 2%. Et il appelle ça baisser les dépenses. Qui est l'inflation, il veut dire. Non, il confond la baisse des dépenses absolues avec un ralentissement du taux de croissance à la hausse.
Donc, par exemple, aujourd'hui, la France va peut-être monter, si tout va bien, mais j'y crois pas une seconde, puisqu'on rentre en récession, mais elle va peut-être monter, son PIB va monter de 5 à 2 à 1,5%, si tout va bien. Et les dépenses étatiques vont monter de 2. C'est ça qu'il appelle baisser les dépenses. C'est-à-dire que l'État va encore une fois voir son taux de croissance être plus fort que le taux de croissance de l'économie. Et c'est ça qu'il appelle une baisse des dépenses. La baisse du taux de croissance, passer de 6 soi-disant à 2, c'est ça qu'il appelle une baisse des dépenses. Mais c'est pas une baisse, c'est une hausse. Il se fout de nous. Faudrait faire quoi pour relancer l'économie? Ben, il faut baisser les impôts, il faut supprimer toutes les agences qui servent à rien. Lesquelles, par exemple? Ben, vous avez, je crois, quelque chose comme 250 hautes autorités, grands conseils. Euh, le plan, par exemple, le service du plan, à quoi il sert? Vous pouvez m'expliquer à quoi sert le service du plan aujourd'hui? Donc vous avez à peu près 100 milliards, d'après les calculs de, vous savez, Molinier, là, qui est bien, il y a à peu près 100 milliards de doublons administratifs. On a des couches... 100 milliards d'euros, vous voulez dire? 100 milliards d'euros de doublons administratifs de gens qui font la même chose à différents niveaux. Ils font exactement la même chose. Donc si vous voulez, par exemple, dans le service des eaux, vous êtes du côté d'Avignon, vous avez une maison, eh bien vous demandez des permissions à la commune, au département, à la région, à la communauté de communes. Et vous pouvez penser qu'il pourrait y avoir qu'un gars qui s'occupe des eaux, non, pourquoi il y en a 4? Donc il faut réduire la taille de l'État et des collectivités? Il faut faire ce qu'a fait Milei. Il a supprimé, je crois qu'il y avait 18 ministères, il en reste 9. Et il a tout coupé, quand même. Et tout le monde me disait, il faut faire ce qu'a fait Madame Thatcher. Il faut faire, c'est-à-dire que dire, ben, tous ces gars qui sont payés à ne rien foutre, pas à ne rien foutre, à empêcher les autres de bosser. C'est ce qu'il y a de plus effrayant. Vous savez, dans une société, dans une activité, vous avez les gars qui font des trucs. Les entrepreneurs, par exemple. Des entrepreneurs qui font des machins, qui essayent de faire quelque chose. Des livres. Qui écrivent des livres, par exemple. Bon, ceux-là, ils font quelque chose. Et puis, dans les entreprises, vous avez ce qu'on appelle les structures horizontales. Par exemple, la vérification de la qualité. Et ces gars-là, ils empêchent tout. Si vous voulez, il n'y a pas de raison, c'est l'ouvrier de base, en quelque sorte, ou celui qui écrit son bouquin, qui vérifie la qualité. C'est pas un groupe qui est là de gars qui vont vous dire « Ah ben non, vous pouvez pas le faire parce que c'est pas dans les rapports de qualité. » Mais j'en ai rien à foutre des rapports de qualité. C'est le client en fin de compte qui décidera s'il achète ou s'il n'achète pas. Donc ces histoires de machins et de gars qui ont des structures de contrôle de qualité partout, de contrôle de... Par exemple, regardez dans nos métiers qui sont les métiers financiers, vous avez maintenant ce qu'on appelle la compliance. Vous savez, il faut la conformité aux lois, etc. Ça ne nous empêche pas d'avoir des crises financières tout le temps. Hein. Au contraire, plus il y a de conformité, plus elles sont graves. Les agences de notation, c'est un vrai scandale, ce truc, parce que... Elles sont toutes là, et d'ailleurs encore celle de 2008. Ben, elles sont toujours là depuis 2008, mais en fait, si vous voulez, quand j'étais jeune, vous avez une compagnie d'assurance qui a décidé d'acheter des obligations de, je sais pas quoi, de Saint-Gobain. Ben, elle faisait une analyse de Saint-Gobain pour savoir si ils allaient repayer leurs dettes, quoi. Il y avait des analystes financiers qui faisaient le boulot à l'intérieur. Parce que maintenant, on demande à une agence de notation à la noix qui est payée par Saint-Gobain. C'est comme si vous alliez choisir vos restaurants en fonction d'un guide qui serait fait par les restaurants pour savoir où il fallait bouffer. Et vous vous retrouvez donc avec des gens à qui on a donné le pouvoir régalien de déterminer qui respectera les quotas, vous savez, les 40% de fonds propres, ou tous ces trucs-là. Et ces gars-là, si vous voulez, ils n'ont aucune valeur ajoutée. Il faut les supprimer, il faut supprimer toutes ces réglementations. Quand j'allais au Luxembourg voir des clients il y a 30 ans, il y avait les bons gérants qui étaient tous autour du palais, là, c'était dans la vieille ville, c'était sympa. Et maintenant, vous allez de l'aéroport à Luxembourg, à la ville, et vous avez des buildings de part et d'autre de gars qui font de la compliance, du droit, c'est-à-dire que autrefois, pour lancer un fonds commun de placement, il fallait avoir 25 millions de dollars et vous commenciez à gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, il en faut 100. C'est-à-dire que ces coûts sont supportés par les actionnaires des fonds. Ce qui fait que la rentabilité pour l'actionnaire baisse du coût de tous ces gars-là, qui ne servent à rien.
qui n'ont aucune valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes de l'école de Milton Friedman qui pense que le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens contre les agressions externes, internes et de faire appliquer les lois? Ben oui, essayer de faire vous savez, le rôle de l'État, c'est ce que disait Locke, hein, il y a déjà très longtemps. C'est le pouvoir régalien, la protection, c'est-à-dire de l'égalité de tous devant la loi. Bon, aujourd'hui, vous remarquerez qu'avec tous ces trucs-là, il y a des gens qui sont beaucoup plus égaux que d'autres. Par exemple, si vous êtes un petit gérant et qu'on commence à vous coller des sommes absolument considérables de compliance, ben vous fermez boutique. Et ce qui fait que toutes ces compliance, maintenant, toute la gestion est allée au BlackRock ou à Amundi parce qu'ils n'en ont rien à foutre, ça ne leur représente rien pour eux, ces compliance. Ils sont tellement gros que ça ne joue pas. Donc, toutes ces compliance, tous ces trucs, c'est une espèce de lien incestueux, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, où les types qui ne sont pas très efficaces, les grands, les gros, les inefficaces, ceux qui ne servent à rien, quoi, les sont beaucoup trop gros pour eux, on demande à l'État de passer des lois de façon à foutre en l'air les petits qui pourraient les gêner. C'est une réduction de la concurrence. Donc oui, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si j'ose dire, l'économie, c'est toujours distribuer ce qu'on appelle la loi de Pareto, hein, c'est-à-dire que 80% de la richesse dans un pays est créée par 20% des gens. 80% de l'alcool est bu par 20% des gars, 80% des accidents de voiture sont faits par 20% des gars, donc tous les phénomènes sociaux sont distribués par la loi de Pareto. Et dans ces 20% qui créent de la richesse en France, 80% de la richesse est créée par les 20% encore en dessous là. C'est-à-dire que vous avez à peu près 55% de la richesse française qui est créée par 4% des gars. Et on fait tout pour les emmerder. Allez, si vous êtes un entrepreneur, allez vous installer en Suisse et vous n'aurez aucun problème. Les cantons seront là, vous aideront, vous expliqueront, vous fileront des bureaux gratuits. Enfin, c'est extraordinaire. Alors qu'en France, on vous met des impôts sur les super profits. Bon. Qui vont coûter par exemple à LVMH 700 millions d'euros. C'est-à-dire que la valeur boursière de LVMH va baisser d'autant, enfin la multiple de ces 700 millions. Et que quand EDF, à cause de l'imbécilité de M. Macron, a perdu 23 milliards d'euros, ce qui est gigantesque, 23 milliards d'euros de pertes, eh bien, pas un Français n'a gueulé. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que si LVMH fait 5 milliards d'euros de profit, tout le monde tous décrit en disant c'est horrible, alors que personne... L'entreprise privée. D'abord, c'est une entreprise privée, puis ensuite, personne force personne à acheter le sac. Le sac. Je veux dire, c'est volontaire, c'est un acte dont en quoi ça regarde l'État, j'en sais rien. Mais par contre, sur une entreprise publique, des décisions prises par le gouvernement, d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz pour les Allemands, qui a été accepté par le gouvernement français alors que l'EDF n'a rien à foutre du gaz. C'est du l'uranium. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, les décisions qu'ils ont prises ont fait perdre 23 milliards d'euros à EDF. Mais donc, il faudrait les mettre le dos au mur et les fusiller, ces gars-là. C'est incroyable, perdre 23 milliards d'euros sur EDF, qui a le coût de production d'électricité le plus bas du monde. Il faut y arriver quand même. Il y a quelque chose qui fait très peur aux épargnants, c'est la possibilité que l'État se serve directement sur les comptes. Et notamment, il y a la loi Sapin 2 qui permettrait à l'État de bloquer les rachats d'assurance vie. Ça, c'est un scénario que vous envisagez? Bien sûr. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'à partir de la France est dans ce qu'on appelle une trappe à dette. C'est une notion keynésienne qui est intéressante, c'est-à-dire que arrive un moment où la charge de la dette monte plus vite que le PIB. Et comme c'est deux exponentielles, si vous voulez, il y en a un moment où on a un coup là, et à partir du moment où la dette se met à monter beaucoup plus vite que le PIB, c'est un piège. Vous êtes foutus. Ouais. Et on y est. Donc, quelle est la sortie? Il n'y a que deux sorties possibles. Peut-être trois, mais il n'y en a que deux. La première sortie, si vous voulez, c'est de faire ce que le gouvernement français a fait en 1797, la faillite des deux tiers. C'est-à-dire que vous êtes là tranquille, vous avez vos 100 d'obligations françaises, et on vous dit, tiens, vous savez quoi? Elles valent plus de 33. On vous remboursera en 33. Mais en fait, on vous remboursera même pas 33. On vous donnera un petit papier de couleur, comme ça.
sur lequel on vous paiera 4,5% et on vous le remboursera jamais. C'est le début de la rente, hein, donc 4,5% et puis c'est perpétuel. Donc, ça, donc vous spoliez les gens, quoi, c'est tout. Ou bien alors, la deuxième chose, c'est que vous avez la solution de Weimar, où l'euro disparaît et la dette française est liquidée par le fait que sa monnaie devient le dollar de Zimbabwe, quoi. Donc c'est pas une hyperinflation. Mais, ou bien alors, vous avez quelqu'un de courageux qui arrive comme Madame Thatcher et qui coupe tout le bois noir. Ou comme Milei. Ça fait longtemps que vous êtes sur ce combat de tirer la sonnette d'alarme. Surtout, j'ai écrit un livre en 2001-2002 qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel j'ai expliqué que l'euro amenait à la destruction de l'Europe. Justement, est-ce qu'on pourrait argumenter que vous êtes alarmiste au final, hein, puisque L'alarmisme, c'est il y a 20 ans, mais ça n'a pas marché. L'euro, d'abord, ça nous a amené à la crise européenne de 2011-2012, où l'Italie et l'Espagne, la Grèce et tout ça ont failli sauter. Bon. Alors, comment on a réglé le problème? Eh ben, on a mis les taux d'intérêt à zéro. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, ouais. Bon, très bien. C'est le nouveau normal. C'est le nouveau normal. Mais si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, les banques, elles ne peuvent plus gagner d'argent, elles en perdent, puisqu'elles ont 2% de frais, à peu près, de frais fixes. Donc, elles peuvent plus, si elles doivent prêter à 1 ou 1,5, elles perdent de l'argent. Donc, à ce moment-là, le cours des banques en bourse en Europe s'est écroulé d'une base 100 en 2000 à 25. Et donc, quand on a vu les banques s'écrouler comme ça, les génies qui nous gouvernent ont dit il faut faire quelque chose. Donc, on a dit on a demandé à la BCE de, en quelque sorte, prêter de l'argent aux banques à 1, avec lequel on a acheté des... Et la BCE, une fois qu'elle leur avait prêté de l'argent à 1, elle leur payait 2, sur les... Donc, à ce moment-là, c'est la BCE qui se met dans une état de perte, et la perte est supportée par les États. Donc, on est passé d'une situation de taux de change fixe qui ne marchait pas, qui a fait sauter, et pour trouver la solution, on a fait sauter les banques, et maintenant, on fait sauter les États. Mais qui a derrière les États? Je ne sais pas. Les épargnants. Oui, mais les épargnants, si vous voulez, si l'économie se viande, si leur épargne ne vaut plus rien, ils ne vont pas faire grand-chose. Hein. Justement, il y a un sujet qui pourrait ne valoir plus rien, c'est les retraites. Aujourd'hui, ça coûte 300 milliards par an à la France de payer nos retraites, notre système par répartition, 14% du PIB. J'ai regardé, j'ai comparé avec les autres pays européens. Les Pays-Bas, par exemple, sont à peu près 7%. Et parce que l'Italie qui est au-delà de nous. C'est simplement les Pays-Bas, c'est simplement parce qu'ils ont un système par capitalisation, beaucoup. Bien sûr, exactement. Et donc, vous ne pouvez pas faire marcher un système de répartition, ça marche si la pyramide démographique est comme ça. Mais si la pyramide démographique est comme ça ne peut pas marcher. Regardez par exemple en Italie, que vous avez mentionné. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que un petit enfant en Italie, petit garçon, petite fille, a 4 grands-parents. Vous me direz, c'est bien normal, c'est toujours comme ça que ça se passe, en général. La seule différence, c'est qu'il est le seul petit enfant pour ces 4. Ça veut dire que la population italienne, dans les 50 ans qui viennent, va au moins baisser de moitié. Et comment voulez-vous qu'on fasse une retraite par répartition? C'est complètement idiot. Parce qu'il se passe, c'est ce qu'on a en France, c'est que vous commencez par mettre des impôts monstrueux sur les gars qui bossent. Hein, moi, par exemple, j'ai embauché quelqu'un il y a à peu près un an et demi, à temps partiel, pour m'aider. Me coûte à peu près 2 000 € par mois. Enfin, je lui paye 2 000 € par mois, mais elle me coûte 4 000. Charge patronale. Charge toute le connerie autour. Ce qui veut dire en termes clairs que si vous êtes un type compétent en France, vous barrez. Si vous allez, par exemple, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. Quand j'étais à Hong Kong, je suis parti il y a 10 ans à peu près. Puis avant ça, j'étais dans la City. Mais quand vous étiez à Hong Kong, il y avait 5 000 Français qui étaient. Aujourd'hui, 5 000. Aujourd'hui, il y en a 20 000. Il y a beaucoup plus de Français que de... Vous allez en Californie, il y a que des Gaulois. Vous allez en Floride, il y a que des Gaulois. Vous allez dans la City, tous les départements obligataires sont tenus par des Gaulois. Donc tous les types qui sont vraiment doués se barrent. Et en quelque sorte, c'est une formule que j'ai beaucoup utilisée, mais on exporte des bacs plus 7 et on importe des bacs moins 7. Et ben ça marche pas non plus.
Parce que les bac plus 7 et les bac moins 7, ils n'ont pas la même rentabilité, ils ne paient pas les mêmes retraites. Et en plus, sur les bac moins 7, il y en a 40-50% qui ne travaillent jamais. Donc, ils coûtent à la collectivité. Si vous voulez, ça ne marche pas, c'est tout. Les Français ont pris conscience de ça. On regardait une étude des Échos qui disait que beaucoup pensent qu'ils n'auront pas de retraite, justement. C'est bien pour ça que j'ai écrit ce livre, les pauvres C'est vieux. pour ça que vous l'avez écrit. Du coup, ils commencent à épargner. Et quand on regarde dans quoi ils épargnent, leur placement préféré, c'est le livret A. Ma question, du coup, c'est bon, catastrophe, évidemment, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon vous, pour se sécuriser une retraite pour eux-mêmes? Eh bien, c'est la question que j'essaie. Acheter votre livre, évidemment. Acheter le mien aussi, accessoirement. Acheter à moi. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, je vais essayer de répondre de la façon la plus simple possible. C'est que dans les marchés financiers, vous pouvez acheter 2 choses. Il n'y a que 2 choses que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter des contrats. C'est-à-dire, si vous achetez une obligation de l'État français, c'est un contrat que vous avez, que l'État français avec vous, que vous lui prêtez de l'argent, qui vous le remboursera, qui vous paiera un taux d'intérêt, Un titre de créance. de créance, ou c'est des parts de propriété. Bien, si on essaie de raisonner sur ce qu'on a déjà, c'est que donc tout ce qui est contrat, livret A, prêt à court terme, prêt à long terme, tout ça, c'est des contrats. Et quand les monnaies n'ont aucune valeur. Elles n'ont une valeur que parce qu'on pense qu'elle a une valeur, mais elles n'ont aucune valeur objective. Puis dans le système capitaliste, vous avez des choses qui ont une valeur objective, les actions et l'or d'ailleurs. Et très curieusement, c'est très difficile de savoir, de mesurer cette valeur, hein, parce que on ne sait pas très bien la mesurer. Donc on utilise les prix des contrats pour faire des calculs, pour savoir ce que vaut la société. Regardez ce qui s'est passé en Turquie. La monnaie s'est effondrée, elle a perdu 90% de sa valeur. Les gars qui avaient des obligations et des contrats, etc., ils ont perdu 100% de leur fric. Les gars qui avaient des actions et de l'or, ils s'en sont tirés de façon magnifique. Donc ce que je dis aux gens, c'est n'ayez 0 contrat en France. Vous devez avoir que des actions et de l'or. Donc, pas de livret A, pas de fonds en euros, pas d'obligations. Tout ça, ça vaut 0. Ça ne vaut rien. Si vous faites un calcul escompté, vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, la France ne peut pas rembourser sa dette. C'est complètement exclu. Et si les taux d'intérêt montent, on sautera très vite. Donc, à quoi ça sert d'avoir des Reichsmark en 1930, quand il y a juste avant l'hyperinflation? Et acheter des obligations d'entreprise, c'est intéressant? Bien sûr que non, parce que le 0 à 0 pareil. Pourquoi le 0 à 0? Elles seront remboursées à 100%, mais la monnaie ira à 0. Donc vous voulez pas d'exposition à la monnaie, en fait? Je veux pas. La monnaie, c'est la valeur, c'est par la monnaie qu'on explique la valeur des contrats. Or, je vous dis qu'on est incapable de la rembourser. Donc, ça veut dire que cette monnaie va à 0. Donc, vous devez avoir des Air Liquide, des Schneider, des L'Oréal et des Total, à condition qu'elles n'aient pas de relation avec l'État. Parce que toutes les sociétés, j'ai fait une petite étude il y a quelques années, les gens m'avaient dit dans quoi je dois investir, dites-moi comment je dois choisir mes valeurs en France. J'avais dit, écoute, je ne suis pas analyste financier, j'y connais rien, mais on va faire quelque chose de simple. Je vais regarder un certain nombre de valeurs qui n'ont rien à voir avec l'État. L'État n'a pas de membres au conseil d'administration. Personne au conseil d'administration. Bon, j'en ai tiré une dizaine. Je fais un petit indice de ces 10, pondéré également, qui reste toujours à 10%. Et je mets 300 points de base dans l'indice année après année. Parce que vous avez 2 sortes de sociétés cotées, les sociétés du capitalisme et les sociétés du capitalisme de connivence. Et celles-là, ce sont des sociétés étatiques. Donc il ne faut pas avoir du capitalisme de connivence, il faut avoir que des vrais. Si vous voulez jouer la mort du socialisme, ce n'est pas la peine d'acheter des sociétés socialistes. Il faut acheter des sociétés capitalistes. Je sais pas, mais enfin, ça me semble assez vite, assez bien vu, non? J'en sais rien. Là, ce que vous dites, c'est quelque part faire de la gestion active, faire du stock picking, on choisit les titres. Non, vous prenez, j'ai pas fait de stock picking parce que j'en suis bien incapable. J'ai dit simplement, il y a les banques, ça ne vit que de l'État, les compagnies d'assurance, ça ne vit que de l'État, tous ces trucs-là, ça ne vit que de l'État, donc j'ai 0 là-dedans, c'est comme si j'avais des obligations. Prenez une compagnie d'assurance, toutes ses réserves obligatoires sont en obligation d'État. Ça vaut pas la peine. Est-ce que les ETF, c'est intéressant pour vous? C'est une façon de s'exposer aux actions. Ça dépend des coins. Par exemple, ce que je dis, autre chose que je dis, c'est bon. Aujourd'hui, quand j'étais un peu plus jeune, en 1983, il y avait eu une grande crise énergétique avant, de 70 à 83, et les valeurs énergétiques fossiles, c'est-à-dire les pétrolières,
représentait 30% de l'indice à New York. Le Standard & Poor's était à 30% de valeur énergétique. Exxon, Donc le S&P 500, c'était 30% de matière de pétrolière, fossile. Aujourd'hui, combien on est? très peu, 3. 3%. 3%. Donc, vous savez que toutes les histoires de miroir magique et de moulin à vent, ça marche pas. C'est ce que l'Allemagne est en train de nous montrer à l'évidence. Tu peux parler du solaire avec le miroir magique. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que il y a 20 ans, les fossiles faisaient à peu près 80% de la consommation énergétique mondiale. À combien on est aujourd'hui? 80%. Donc on a investi des dizaines de milliards de milliers de milliards de dollars dans des trucs qui sont de l'argent gâché, qui n'ont aucune rentabilité, qui n'en auront jamais, etc. C'est le drame de l'Allemagne, encore une fois. C'est pour ça qu'elle est en train de s'écrouler. Et donc, mais par contre, les sociétés pétrolières, qui dépensaient à peu près 700 milliards de dollars par an à faire des trous, elles n'en font plus. Donc la probabilité qu'on ait dans les 3-4 ans qui viennent une énorme crise énergétique, parce que lorsque la demande d'énergie passera au-dessus de l'offre d'énergie, le prix de l'énergie montera comme une fusée. On l'a vu récemment. On l'a vu récemment, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme c'est très inélastique par rapport au prix, pouf, ça monte comme une fusée, le prix de l'énergie. Donc ce que je dis aux gens, c'est ben vous devez mettre 15 ou 20% dans vos portefeuilles d'un ETF énergie mondiale, mais dans lequel il n'y a ni les miroirs magiques, ni les moulins à vent. Fossiles. Du charbon, du pétrole, des trucs que le moral réprouve. Et le nucléaire dans tout ça? Mais c'est très bien le nucléaire, mais c'est une des solutions, mais il faut 7 ans. Et nous, on a détruit complètement notre appareil industriel, le nucléaire. C'est-à-dire que à partir du moment où Jospin a fait sauter, comment ça s'appelait, son Super Phénix, vous savez, on avait un truc Super Phénix, on était tout à fait en avance de tout le monde. La France était le seul pays au monde qui contrôlait depuis l'uranium jusqu'à la distribution d'électricité. On avait la totalité. On a foutu en l'air Framatome avec Madame Lauvergeon. Lauvergeon, qui devrait être en prison d'ailleurs et qui n'est toujours pas, parce qu'elle est corps des mines, donc on va pas mettre en taux là de corps des mines quand même, il ne faut pas rigoler. C'était Areva. C'est Areva, oui. Et surtout, elle a acheté pour 3 ou 4 milliards de dollars des trucs d'uranium, je ne sais pas où, au Mali, où il n'y avait pas le moins d'uranium, mais c'est celui qui avait présenté le dossier, c'était ce monsieur, son mari. Donc, ça n'a toujours pas jugé, cette histoire. Donc, il est curieux de voir comment certains trucs sont rapidement jugés, comme Fillon ou Madame Le Pen, et comme des machins sont jamais jugés par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un léger problème. C'est-à-dire que quand la justice est corrompue à ce point-là, le capitalisme ne peut plus fonctionner, puisqu'il n'y a plus de sanctions. Donc, ça veut dire qu'on risque, donc les urgents, vous mettez 20% dans le ETF énergie, de façon à avoir dans vos portefeuilles quelque chose qui vous protégera si l'énergie passe au travers du toit, quoi. Et comme ça donne du 3 ou 4% de rendement, c'est mieux que les obligations, vous attendez tranquillement avec ça, quoi. Donc les ETF, c'est bon pour prendre une position presque stratégique macro. Vous n'allez pas vous embêter pour savoir si Exxon est meilleur que Total, quoi. On s'en fout d'ailleurs. C'est pas le problème. Vous avez parlé d'inflation, il y a votre modèle des 4 cadrans que je trouve intéressant parce qu'il permet d'investir en réfléchissant justement à cette problématique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous l'expliquer Bien sûr. et comment il s'applique à notre situation aujourd'hui? Alors, on le mettra à l'écran. Je vous le mettrai à l'écran, il est là. J'ai créé ça à peu près en 78, donc ça fait un petit moment que je m'en sers. Si vous réfléchissez à la façon dont vous occupez de votre argent, vous avez 2 axes qui sont importants. Le premier, c'est est-ce qu'il y a croissance économique ou pas? Bon, c'est l'axe horizontal. Et puis vous avez l'axe vertical, est-ce qu'il y a hausse des prix ou pas? Inflation ou pas? Donc ça vous fait 4 cadrans, si vous les mettez comme ça. Alors le cadran capitalistique de base, celui dans lequel toutes les bulles se passent, où on gagne de l'argent, tout le monde est intelligent, c'est celui qui est en bas à droite, c'est ce que j'appelle le boom déflationniste. Le boom déflationniste, si vous voulez, c'est quand il y a une nouvelle invention qui est faite, je ne sais pas, les téléphones mobiles il y a 20 ans, et à ce moment-là, si le prix des téléphones baisse de 10%, la demande augmente de 50%. Donc, vous avez une augmentation du chiffre d'affaires alors même que les prix du produit baissent.
C'est un boom déflationniste. Et c'est là, il n'y a pas d'inflation, au contraire, elle est prévaste. Et c'est là que se passent toutes les bulles. Parce que les gens s'excitent, quoi. C'est sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, quoi. Oui, pareil, même chose. Puis ensuite, vous avez des génies profonds qui prennent le contrôle de l'État et qui font soit une guerre, soit du socialisme, soit de la redistribution, etc. Ça, c'est le boom inflationniste. Ils commencent à foutre en l'air la monnaie, et donc à ce moment-là, il faut avoir que de l'art. C'est assez simple. Hein, Puis parfois, il y a un Volcker qui arrive et qui dit, les gars, Paul Volcker. L'inflation est en train de partir, c'est pas acceptable, donc on va mettre les taux d'intérêt réels à 5, 6 ou 7% pour tuer l'inflation une fois pour toutes. Et à ce moment-là, la seule chose qui marche, c'est le cash. Oui, non. Et puis, s'il rate son coup et qu'il le met trop longtemps trop haut les taux, on peut arriver dans un bust déflationniste, et à ce moment-là, la seule chose qui marche, c'est les obligations de l'État. Et souvent, les seules obligations de l'État suisse, d'ailleurs. Parce que parfois, les pays sautent, là. Donc, vous vous dites... Donc, j'ai 4 actifs avec lesquels je peux jouer, les actions, en particulier la technologie, l'or, le cash ou les obligations. Et bien, ce que je montre dans le bouquin, c'est la théorie du portefeuille permanent de Harry Brown. C'est que vous vous dites, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, j'y comprends rien, je suis un gros nul, je vais me mettre un quart, et je ramène toujours un quart tous les 3 mois. S'il y en a un qui monte, je le vends, puis j'achète les 3 autres. Et vous faites des 4% réels comme une... c'est une Rolls-Royce. C'est une Rolls-Royce, ça bouge pas. Et alors, donc ça, c'est facile à faire. Hein. Vous passez une opération tous les 3 mois sur vos portefeuilles. Et puis, si vous vous dites, bon, maintenant, les deux écrans, les deux trucs de gauche, le bust inflationniste et le bust déflationniste, ça a à voir avec la monnaie. Et là, les deux autres, ça a à voir avec les actifs. Donc, s'ils sont en train de foutre en l'air de la monnaie, à ce moment-là, c'est le portefeuille turc, vous devez avoir que des actifs. Et en France, aujourd'hui, on est dans une situation où il faut avoir que des actifs et aucune monnaie. Parce que la beauté de la chose, c'est que, si vous voulez, en liquide, elle est cotée en euros, mais elle a une valeur complètement indépendante de cette cotation. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, Air Liquide, elle a des usines dans le monde entier. Elle rend ses résultats en fin de parcours en euros, mais elle les rendrait en dollars ou en dollars de Zimbabwe. Tout le monde s'en fout. C'est une vraie valeur. Vous ne pouvez pas mettre un prix dessus, mais ça a de la valeur. Et vous savez que ça a de la valeur, ça rend des services. Alors qu'un billet de 100 €, si vous achetez un billet de 100 Reichsmark de 1924, ça vaut 0. Tous les actifs à gauche peuvent aller à 0. Les actifs à droite, ils vont jamais à 0. Pourquoi l'or a de la valeur ? Parce que l'or, c'est sur la rareté, au final. Mais l'or, c'est parce que pour une raison très simple, c'est que tout le monde accepte que ça a de la valeur. Donc c'est très proche de la monnaie aussi. Oui, mais justement, c'est contre la monnaie. Ouais, c'est contre la monnaie. C'est contre la monnaie. Tout le monde a compris que quand les banques centraux faisaient n'importe quoi, il fallait vendre la monnaie et acheter de l'or. Et c'est ce que les gens essayent de faire avec le Bitcoin aujourd'hui, c'est de trouver un truc qui soit en fait une monnaie qui a une valeur. Refuge. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaye de créer une réserve de valeur qui ne soit pas adossée soit sur l'or, soit sur un État. Avec le Bitcoin, vous voulez dire ? Avec le Bitcoin. C'est très intéressant comme idée. C'est très malin. Vous avez parlé des obligations. Dans votre portefeuille, Charles Gave, celui que vous publiez sur l'Institut des Libertés, vous avez vendu des obligations chinoises pour du yen. Oui, yen cash, oui. Vous pouvez nous expliquer cette opération ? Les obligations chinoises, si vous voulez, la Chine, depuis 3, 4, 5 ans, était dans le cadran en bas à gauche, c'est-à-dire celui où il fallait avoir des obligations. Donc, j'ai recommandé on est passé de 5 à 2, c'était bien. Et surtout, les obligations chinoises que j'avais recommandé d'acheter il y a 3-4 ans, aujourd'hui, basse 100, il y a 3-4 ans, elles sont à 128 en euros, alors qu'une obligation française est à 78. Donc, ça fait quand même un sacré... Donc, le cornio de portefeuille institutionnel français, 60% en actions françaises et 40% en obligations françaises, il se ratatine. Hein, c'est à cause de la perte sur les obligations, qui était censée être la partie sans risque. C'est ce que je trouve le plus rigolo, c'est que vous alliez voir votre banque qui disait
Moi, j'ai été voir ma banque, ils m'ont dit: «Monsieur, voulez-moi savoir comment quel genre de profil de risque vous avez?» Je leur ai dit: «Montrez-moi vos papiers». Ils m'ont dit: «Le truc sans risque, c'est les obligations françaises». Et donc toute la réglementation est faite sur le fait que les obligations françaises sont sans risque. En fait, vous allez tout perdre. Et toute la réglementation dont le capital est orienté par cette réglementation. Par exemple, quand j'étais au conseil de score, si on achetait Nestlé, l'action, c'est pas un placement bien risqué, c'est plutôt bonne société. Il fallait mettre 40% de réserve obligatoire. Si on achetait une obligation grecque, avant la crise, c'était 0. Donc, ils forcent Score à mettre leur réserve en obligations françaises, de façon à ce qu'ils puissent continuer à avoir des déficits budgétaires. C'est quoi les dernières positions que vous avez prises sur le portefeuille depuis ce trade? Là, ce que j'ai fait, c'est, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs choses. La première des choses qu'on a faites, c'est que, on a introduit du yen. C'est simplement parce que le yen est 2 ou 3 écarts types sous-évalués. En parité des pouvoirs d'achat, la parité des pouvoirs d'achat, c'est simplement que, vous savez, le prix d'un McDonald's doit être le même, normalement, au Japon, aux États-Unis, en France, etc. On le dit souvent, L'indice McDonald's, ouais. c'est l'indice McDonald's. Aujourd'hui, l'indice McDonald's au Japon, il est moitié moins cher que tous les autres. Donc ça veut dire que le yen pourrait doubler, qu'il est tellement sous-évalué aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est il faut que vous rendiez bien compte d'un truc, c'est que les Japonais font exactement la même chose que les Allemands. Des bagnoles, de la chimie, vous voyez, exactement le même produit, Même industrie. ils sont dans les mêmes industries, c'est des ingénieurs tous les deux. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que comme ils sont... Aujourd'hui, vous pouvez vous acheter une Nexus pour la moitié des prix d'une Mercedes. Hein. Donc, ou bien le yen remonte, ou bien Mercedes va faire faillite. Mais à ce moment-là, le yen remontera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez un tel écart, j'ai jamais vu une grande monnaie aussi sous-évaluée que le yen aujourd'hui. Donc, vous pouvez mettre une position en cash dans votre portefeuille qui a la capacité de doubler dans les 3 ou 15 ans qui viennent. On retourne toujours à la parité des pouvoirs d'achat, mais vous ne savez jamais quand. Et le marché peut rester irrationnel plus longtemps qu'on reste. C'était une grosse bêtise de Keynes, parce que lui, il a sauté 2 ou 3 fois dans sa vie, et c'est son père qui l'avait sauvé d'ailleurs, parce que sans ça, on n'aurait jamais entendu parler. Il avait fait faillite. Il avait vendu la monnaie allemande à découvert, mais 2 ou 3 ans trop tôt. Mais il l'avait fait en levier, ce couillon. Si moi, si j'ai du cash, j'ai pas l'intention de m'en servir, et que je le fous en yen, je vais jamais sauter. C'est ce qui me fait sauter, c'est le levier. C'est pas le fait que ça prenne du temps. Donc je n'utilise jamais le levier. C'est une folie. Vous pensez qu'un particulier devrait utiliser du levier? Jamais. Jamais. Vous enrichissez pas avec l'argent des autres. On était parti au Japon, on va du coup aller aux États-Unis. Élection de Trump. L'autre gros projet de Trump, c'est de mettre ce qu'il appelle les tarifs, c'est de mettre des droits de douane. Il parle de 60% sur les Chinois, je crois que c'est 10-15% sur les produits européens ou tous les autres. Vous vous attendez à quoi comme réaction sur les marchés financiers s'il impose effectivement ces droits? Alors, le blocus continental, c'était Napoléon qui contrôlait militairement toute l'Europe en 1806. Et il a dit, puisque c'est comme ça, plus aucun des pays que je contrôle militairement ne va faire du commerce avec l'Angleterre. Donc, plus rien. Qui était l'ennemi C'était absolu. l'ennemi, c'était le seul qui ne voulait pas négocier avec Napoléon. Donc, blocus continental, moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de tout à fait rationnel, c'est que les Anglais ont dû améliorer leurs produits et les vendre à des pays tiers comme l'Europe du Nord ou de la Russie à l'époque, etc., qui n'étaient pas dans le blocus continental. Donc, quand Napoléon a perdu en 1815, l'industrie anglaise était tellement compétitive qu'elle a dominé le monde pendant le siècle qui suivait. Donc, je dis aux gens, c'est bien joli, ne mettez jamais un tarif sur un type parce qu'il est trop efficace. Parce qu'il va tellement bosser qu'il va devenir encore plus efficace et que quand vous élèverez les tarifs, vous serez liquidé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les Chinois sont extraordinairement efficients dans le domaine industriel. Ils sortent une voiture, BYD, là,
11 000 $, qui est une hybride, qui est très belle d'ailleurs, 11 000 $ et qui a une autonomie de 2000 km. Vous mettez de l'essence, puis ensuite 2000 km après, vous en remettez à nouveau. Oui, donc un truc absolument extraordinaire. Et alors, qu'est-ce que font les Européens, toujours plus intelligents? Ils mettent des tarifs pas possibles sur cette voiture en disant « mais c'est pas possible, ça va foutre en l'air toute Notre industrie locale. notre industrie locale ». Mais en même temps, comme vous avez le développement extraordinaire qui se passe dans tout le bassin de l'océan Indien, etc., ben, ils vendent plus une Mercedes, ils vendent plus une... je veux dire, parce que tout le monde achète la BYD à 10. Et donc, ils pensent se protéger, mais en fait, ils empêchent l'industrie allemande d'essayer de trouver une façon de vendre des voitures à 10 000 aussi. Donc, ça garantit la faillite de l'industrie automobile allemande, puisqu'on l'empêche de s'ajuster. On lui permet de ne pas s'ajuster. Donc là, Trump va va causer la faillite de l'industrie américaine? Exactement, c'est certain. Parce que l'industrie américaine, ben, donc je ne suis pas certain qu'il va le faire. C'est un effet d'annonce? C'est un effet d'annonce, mais ce qu'il voudrait surtout, c'est dire aux Chinois, vous savez quoi, ce serait bien si vous mettiez vos usines chez nous. Votre BYD, là, si vous faisiez une usine aux États-Unis, ben, donc ce qu'il essaye de faire, c'est de pousser les gens À relocaliser. à délocaliser en Chine et de venir se mettre aux États-Unis. Mais nous, on ne fera pas ça, parce que les Chinois, ils ne vont pas venir si le coût du travail est 4 fois plus élevé qu'en Chine, quoi. C'est pas possible. Vous avez parlé tout à l'heure du poids des pétrolières dans le S&P 500. Aujourd'hui, le S&P 500, c'est très dominé par la technologie. Cette valeur, oui. Les 7 magnifiques. C'est quoi la trajectoire que vous voyez pour les valeurs technologiques en bourse? Bah, écoutez, c'est tout simple, si je peux me permettre. C'est bien pour ça que j'ai 20% d'énergie. C'est que vous n'imaginez pas la consommation d'énergie de cette intelligence artificielle. C'est monstrueux. Donc, si on ne fait pas des investissements dans l'énergie massifs maintenant, dans 2-3 ans, le prix de l'énergie sera tellement monté qu'elles ne gagneront plus un rond. Simplement parce qu'elles n'y arriveront pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces grandes valeurs industrielles, elles sont toutes en train d'essayer de racheter les réacteurs nucléaires aux États-Unis qui sont tombés en panne il y a quelques années, j'en sais rien, elles essayent parce qu'elles se rendent bien compte. La contrainte pour ces valeurs-là, ça va être l'énergie. Et donc aujourd'hui, celui qui n'a que ces 7 valeurs, il risque de se retrouver à peu près avec autant de pognon que celui qui avait Cisco et Intel en 2000, quoi, qui n'ont jamais retrouvé leur cours depuis. Donc vous achetez pas de Nvidia ou de Google? Moi, si vous voulez, je suis... ce que j'essaye de faire, c'est de gagner entre 5 et 6% réels par an. Donc quoi, net d'inflation? Réel après inflation. Et si j'y arrive avec une volatilité faible, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, ça me suffit largement, parce que sur le long terme, les actions font à peu près 6,5% avec une volatilité de 25% par an, quoi. Si moi je fais du 5 ou 6% par an avec une volatilité 8, je suis très content. Il y a une autre classe d'actifs qui est hyper volatile, c'est la crypto. Vous en avez parlé tout à l'heure un peu avec le Bitcoin. Depuis que Trump est arrivé, c'est la folie sur le Bitcoin, mais aussi sur toutes les crypto-monnaies. Ça, c'est idiot, mais là, le Bitcoin, c'est intelligent, et les autres crypto-monnaies, c'est idiot. Du coup, ma question c'est, bon, j'ai compris pour les autres crypto-monnaies, mais est-ce que le Bitcoin a sa place dans le patrimoine d'un particulier? Alors, c'est une bonne question. Vous savez, je vous ai dit, vous avez actions, or, cash et obligations. Ouais. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que je dois mettre, par exemple, dans la catégorie or, Du Bitcoin. du Bitcoin, c'est-à-dire je mets 5% en Bitcoin, et à la place d'avoir 25% en or, je mets 5% en Bitcoin, oui, pourquoi pas. Ça a du sens. Ça a du sens. Vous investissez en Bitcoin? Non, parce que j'ai la flemme. Non, je veux dire, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, dans la vie, un but, c'est d'avoir le fuck you money. Vous savez ce que les Américains appellent le fuck you money. C'est-à-dire le moment où vous êtes arrivé à un niveau d'indépendance financière où vous pouvez dire aux gens fuck you. Ce que je veux dire, c'est... Ouais, c'est bien. Oui, assez bien. C'est un moment d'ailleurs exquis quand on y arrive. Moi, j'y suis arrivé il y a quelques années, et donc je cherche pas à développer... Je cherche à ce que mon fuck you money monte gentiment, mais je cherche pas à ce qu'il double en 3 mois. M'en fous.
Je veux simplement garder mon fuck you money qui monte tranquillement de 5 ou 6% par an et je suis très content. Mais c'est une autre approche. Vous savez, dans les marchés financiers, il y a deux façons. On peut essayer de faire deux choses. On peut essayer de devenir riche ou on peut essayer de rester riche. Et c'est pas du tout la même gestion. C'est pas la même approche. C'est pas la même. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester riche. En parlant de développer son patrimoine, j'ai reçu votre ami Vincent Strauss il y a quelques mois. Lui nous disait que on assistait à la fin du monde unipolaire drivé par les États-Unis et qu'une haine anti-Occident était en train de s'installer. Il évoquait notamment la dédollarisation de l'économie mondiale. Bien sûr. Du coup, si on regarde quand même sur les 15 dernières années, les marchés émergents, c'est les indices qui ont structurellement sous-performé le S&P 500, mais aussi le MSCI World. Mais le MSCI World aujourd'hui, c'est 70% le S&P 500. Exactement. Donc c'est pareil. Donc c'est pareil. Mais du coup, sous-performance chronique, ça fait des années qu'on nous dit que le MSCI Emerging Markets. Si vous prenez le marché des actions, mais si vous prenez l'ensemble de la structure financière d'un pays, c'est-à-dire si vous prenez par exemple la Chine, le marché des actions était dégueulasse. Les obligations, ça a été la meilleure performance du monde. Le cash, ça a été la meilleure performance du monde. L'or, il a très bien fait en Chine aussi. Et les actions n'ont pas fait terrible. Aux États-Unis, vous avez les actions qui ont été extraordinaires, mais les obligations sont gamellées. L'or est monté parce que justement les actions, c'est de la monnaie se péter la gueule. Et le cash, ça n'a pas été très bien non plus. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que quand vous jugez d'une politique financière, vous devez juger de l'ensemble des produits financiers du pays. Et vous voyez que nos pays sont dans un état de désastre total. On a tout sacrifié pour que les actions montent. C'est-à-dire que c'est un transfert de richesse, c'est pas une création de richesse. On a transféré de l'argent des obligataires vers les actions, on a transféré de l'argent du cash vers les actions, et c'est dramatique. C'est une connerie pas croyable. Est-ce que vous pensez que les marchés émergents, enfin les actions des marchés émergents, du coup, arrivent au point de bascule où ils pourraient rebattre les marchés développés? C'est complètement inévitable, oui. Mais en même temps, ce que les gens n'ont pas pris compte, ne se sont pas rendus compte de quelque chose, c'est que si vous prenez depuis la crise du Covid à peu près, on a vraiment fait toutes les conneries. Vous voyez que pour la première fois dans l'histoire, les marchés obligataires des pays émergents sont montés alors que les nôtres ont fortement baissé. Ça ne s'était jamais produit autrefois quand le marché, le Bund ou le T-Bond se pétait la gueule. Obligations allemandes, américaines. Ben oui, les obligations du Brésil ou des BRICS. Des BRICS se pétaient la gueule, mais 20 fois plus, c'était horrible. Là, elles sont montées. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les seuls coins où vous deviez avoir des contrats, pour revenir à ma notion de tout à l'heure, c'est il ne faut plus en avoir chez nous, il faut les avoir chez eux. Et ça commence toujours par là. Ce que je dis toujours aux gens en rigolant, c'est si vous prenez l'or, vous regardez un peu l'or historiquement comme ça, vous vous dites, bon, l'or, il est arrivé d'Amérique latine en Espagne. Puis de là, il est passé à Amsterdam et à Londres. Puis après, il est parti à New York. Puis en Californie. Puis maintenant, il est en train d'arriver en Asie. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est acheter une obligation d'un pays dont l'or s'en va. Ça, c'est une règle qu'il ne faut jamais oublier. Donc l'or est en train de nous quitter. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une obligation ni de cash dans ces pays-là. Il faut avoir des là-bas que là-bas. Et aujourd'hui, la capitalisation boursière des marchés obligataires est 1,5 fois celle des marchés des actions. C'est-à-dire là où la gamelle va se produire, qui va être gigantesque dans nos pays, c'est sur les marchés obligataires, c'est pas sur Air Liquide. Vous avez parlé des obligations, vous avez parlé de Javier Milei, président argentin tout à l'heure. Bon, il a administré une cure de choc à son pays, vous l'avez dit, il a supprimé pas mal de ministères, il a du coup... fait baisser les dépenses de l'État de 20%. Baisser les dépenses d'État. Bon, lui, il n'a pas dédollarisé, il a fait l'inverse, il a repeg au dollar. Pas vraiment. Est-ce qu'il... Pas vraiment, puisque si vous voulez, le dollar était à 1000, le peso était à 1000 et puis il est à 850. Donc, Est-ce qu'il faudrait... On ne sait pas vraiment si ça marche, il y a quand même des... L'inflation a vachement baissé. Ça a toujours marché, quand vous baissez les dépenses de l'État. Ah, baisser les dépenses d'État, ça, oui. Ça a toujours marché partout. Et tous les crétins de keynésiens vous disent, si vous baissez les dépenses de l'État, ça va créer une dépression parce que la demande ne va pas être suffisante. Ben ça marche jamais. Ça marche jamais, mais ça n'empêche qu'ils vous le disent toujours. Les Piketty de ce monde,
C'est effrayant. Est-ce que vous pensez qu'il faut investir en Argentine? En tout cas, si vous avez investi dans les pays qui ont suivi ce genre de politique, ça a toujours marché. Ça a peut-être pas marché parce que les Argentins sont un peu spéciaux, mais Ils ont quand même été en crise non-stop quasiment pendant 100 ans. bougez pas, c'est que en 1945, c'était le deuxième pays au niveau du monde. Et à ce moment-là, ils ont commencé à avoir une espèce de mélange entre C'était Perón, il me semble. le péronisme, qui était une espèce de mélange entre la CGT et le fascisme, quoi. Donc c'était très bien. Et ils sont passés en l'espace de quoi, d'un 3/4 de siècle, du deuxième niveau de vie du monde à un pays qui était l'un des plus pauvres du monde. Ce qui est incompréhensible quand vous allez en Argentine, parce que vraiment, ils ont tout. Alors, ils ont des matières premières, ils ont Ah ouais, bien une sûr. population Ils exportent d'origine énormément. européenne. Si vous voulez que l'Argentine se soit ruinée comme ça, mais on peut faire la même remarque que la France, si vous voulez. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, la France avait, je crois, le deuxième niveau de vie du monde. Et en l'espace de 50 ans de politique imbécile, de M. Attali et co., eh ben, on est en train de passer en dessous du Portugal. C'est bien. Faut le faire quand même. Vous avez des grosses convictions sur la Chine, vous l'avez dit. Il y a aussi l'Inde qui vous intéresse. Ah ben alors l'Inde, Pourquoi l'Inde est intéressante? Alors là, l'Inde, c'est un truc tout à fait spécial. J'ai écrit toute une série de papiers là-dessus. C'est que quand vous regardez la carte, ce qui est toujours un truc très intéressant, vous regardez la carte, vous voyez que la carte de l'Asie, vous avez cet immense territoire, qui est la Russie en fait, qui va de l'Atlantique au Pacifique. Là, c'est le plus grand pays du monde. Et c'est là qu'il y a les plus grosses réserves de matières premières du monde. C'est absolument gigantesque. Et donc, la Russie vendait ses matières premières soit à l'est, soit à l'ouest, à l'Allemagne, et soit à l'est, à la Chine. Et puis, il y a eu la guerre avec l'Ukraine, là, et nous avons décidé que les Russes sentaient des pieds, qu'on ne voulait plus faire d'affaires avec eux, et tout, bon, très bien. Donc, les Russes ne pouvaient plus nous vendre à nous. Et là, il y a toute une série de gens qui, à ce moment-là, ont publié des études, en disant, bon, ben, ils vont devenir un État vassal de la Chine, puisqu'il n'y aura plus que la Chine pour leur acheter leurs produits. Mais les Russes sont tous sauf bêtes, sont des bons joueurs d'échecs. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait toute une série de liaisons verticales pour rejoindre l'océan Indien, et qui existent maintenant, ça fait 3 ans qu'ils les font. Des trains, des bateaux, tout ça, et ça passe par la terre, c'est-à-dire que la marine américaine ne peut pas interrompre. Et donc, pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès à toutes les matières premières de l'Asie du Nord qu'elle paye dans sa monnaie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune contrainte du commerce extérieur. C'est-à-dire que le boom qu'il va y avoir dans l'océan Indien, ça va être inouï. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui va arriver. Ça va être... Et par là, ça va sans doute remonter. C'est pour ça que si. Normalement, ça devrait remonter au travers de l'Iran, vers la Turquie, vers tout le Moyen-Orient. C'est pour ça que sans doute que l'Iran a essayé de déclencher cette bagarre avec Israël pour empêcher que l'Iran soit pacifié par une forte croissance économique. Quoi. Donc, la vraie bataille, c'est si l'Iran saute, il faut vous acheter de l'immobilier à Beyrouth. Quoi. Il faut vous embourrer. Là. Et que le Liban, vous voulez dire? Toute la région. Toute la région. Ceux qui partent de la Crimée, qui descend comme ça, tout l'arc, qui descend jusqu'au Pakistan, va connaître un boom, mais vous imaginez pas, ça va être, ils vont tous commencer à faire du commerce les uns avec les autres, comme ils le faisaient autrefois et tout. Ça va être incroyable. Donc, et l'Europe s'est démerdée pour se mettre à l'écart, en disant non, nous, on est pur. Oui, nous, on va être comme Venise quand Amsterdam s'est développé, quoi. On sera un pays de bronze-cul où les gens viendront voir les musées, quoi. Vous parlez beaucoup de la Chine. Pourtant, si on regarde la Chine, c'est quand même un pays où l'État est omnipotent, omniprésent, omniscient. Vous rigolez, quoi. C'est l'État qui décide, c'est Xi Jinping qui décide du C'est programme. Hein. Il décide de rien du tout. Vous imaginez pas le niveau de compétitivité dans les entreprises chinoises. C'est l'endroit où la décréation destructrice est la plus faible au monde, la plus forte au monde. L'État chinois a dit, bon, on va développer des semi-conducteurs. Voilà 500 milliards de dollars. Il y a 6 firmes. Et puis que le meilleur gagne. Et puis ils n'interviennent plus. Mais ils interviennent par exemple sur comment il s'appelle, Alibaba. Ce con-là, il avait dit que ce couillon-là, le pauvre Dieu... Ils ont fait disparaître notre ami... ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que l'État chinois ne savait pas gérer la monnaie, qu'ils étaient complètement nuls. Donc, vous savez, pour un confucéen, il y a 3 niveaux de liberté dans un pays. Hein.
Vous avez la liberté sociale, vous élevez votre famille et tout, c'est très bien. Vous avez la liberté économique, vous faites ce que vous voulez. Vous embauchez, vous créez des entreprises, tout ça. Et puis vous avez la liberté politique. Et Lee Kuan Yew, quand il était à Singapour, qu'il a fait son énorme succès là, à Singapour, il avait dit aux Singapouriens, les gars, liberté sociale, elle est totale, la liberté économique, elle va devenir totale très rapidement, et la liberté politique, on se revoit dans 30 ou 40 ans parce que j'ai autre chose à foutre que m'occuper de vos conneries, quoi. Et c'est exactement ce que fait la Chine. C'est-à-dire que si vous restez dans le social et dans l'économique, je suis beaucoup plus libre en Chine que je le suis en France aujourd'hui. Il n'y a pas de rapport. C'est un pays vraiment capitaliste. Maintenant qu'on a fait tout le tour de toute cette zone, pour un particulier, ce serait quoi une bonne allocation géographique sur les actions? Il faut qu'ils s'achètent, vous allez avoir un boom absolument inouï. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver en France toute une série de gens qui bénéficieront de façon incroyable de ce boom en Asie. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais Schneider, ils avaient installé le président, il était à Hong Kong, qui a 5 maisons de moins d'ailleurs dans un endroit quand on y était. Et maintenant, il a décidé de bouger de Hong Kong pour aller se mettre à Dubaï. Le PDG de Schneider. Le PDG, toutes ses équipes. Donc ça veut dire que Schneider, qui domine dans le monde de la petite électricité, enfin tous ces trucs qui sont d'ailleurs très informatisés, va bénéficier comme personne au monde du boom qui arrive en Inde. Vous voulez dire qu'on peut s'exposer à ces économies via des entreprises françaises? Bien, vous prenez Schneider, vous prenez Air Liquide, vous prenez Total, et vous n'avez pas besoin de vous emmerder à aller chercher des sociétés en Inde, n'importe quoi. Donc, il y a une façon de jouer. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce qui va se passer en Europe, c'est que le consommateur lié à l'État va se rabasser une baisse du niveau de vie considérable, mais l'entrepreneur français qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il peut gagner du pognon gros comme lui s'il va vers là. Et il n'est pas quand même à risque, Schneider, puisqu'il a son siège social ici, donc l'État pourra toujours taxer. Il peut le taxer, oui, mais il y a des accords de double imposition avec tous les pays du monde qui ont été signés. Donc s'il est taxé en Inde déjà, il ne va pas être taxé une deuxième fois parce qu'il y a des accords de double imposition. Et puis ce qui peut se passer, c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire, c'est que si on les emmerde trop à Paris, ils vont se faire coter à New York et puis ils disent au gouvernement français, allez vous faire cuire en neuf, quoi. Ils ont probablement 40, 50, 60% de leur actionnariat qui est américain de toute façon, donc ils n'en ont rien à foutre. Vous pensez que Total va bouger à sa cotation à New York? Si on continue à les emmerder, certainement. Charles, je vous propose de finir l'émission par le chrono finari. Je vous pose des questions très simples, vous avez 10 secondes pour répondre, et l'idée c'est de couvrir un maximum de terrain. C'est vous qui les posez, c'est pas moi. Allez, c'est parti. Bitcoin ou or? Je dirais or. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que c'est là. Yen ou yuan? Yen. Pourquoi pas le yuan? Parce que le yen est sous-évalué de 2 écarts types et que le yuan montera à condition que le yen monte. Le yen, pour l'instant, il empêche toute l'Asie de monter tellement il est sous-évalué. Gestion active ou gestion passive? La gestion passive, je vous parlais de l'indexation, ça n'est rien d'autre qu'en termes techniques que du momentum buying. Plus c'est gros, plus j'en achète. Et ça s'est toujours terminé dans des cracks épouvantables. Donc il ne peut y avoir que de gestion active. La gestion passive, c'est une contradiction dans les termes. Ça va être difficile pour vous. Investir dans une entreprise dont l'État français est actionnaire ou investir dans une obligation de l'État français? Ni l'un ni l'autre. L'Oréal ou LVMH? Je ne suis pas très compétent là-dessus, mais moi je me dirais plutôt L'Oréal parce que les gens en Inde, ils vont avoir besoin de se laver les cheveux, quoi. Schneider ou Air Liquide? Je les aime bien les deux, ça fait des années que j'en parle toutes les deux, alors j'y connais rien, mais moi je dirais les deux mon capitaine. L'Inde ou la Chine? Ça dépend. Alors là, c'est une bonne question. Les actions indiennes sont très chères. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui, aussi curieux que ça paraisse, à acheter, si je pouvais, des obligations en Inde, parce que la monnaie indienne va beaucoup monter, et des actions en Chine. Acheter de l'immobilier en France, bonne idée? Il faut être fou comme un lapin. Dernière question, qui pour redresser la France? Tout sauf un gars sorti de l'ENA. J'en ai encore une en bonus. Une action, vous l'achetez aujourd'hui, vous devez la garder pendant 20 ans. Vous achetez quoi? J'achète Exxon, Total. Énergie. De l'énergie, oui. Parce que, encore une fois, si vous voulez, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, je vous donne un exemple rapide. Je sais qu'on n'a plus le temps, mais la façon dont je regarde le marché des actions, c'est que je prenais le Standard & Poor's et vous divisez par le prix du pétrole, le WTI, le prix du pétrole. Et quand le Standard & Poor's fait mieux
que le prix du pétrole, ça veut dire que le système économique transforme l'énergie de façon productive. Donc, ça s'appelle un bull market. Puis quand le WTI commence à faire mieux que le Standard & Poor's, ça veut dire que l'économie ne réussit plus à transformer l'énergie de façon productive, et ça s'appelle un bear market. Et c'est là où se passent toutes les grandes gamelles. Donc, pour moi, si vous voulez, Exxon, c'est pas mal, parce que vous êtes... si l'économie va bien, Exxon monte, mais peut-être un peu moins que le reste. Mais par contre, quand vous avez dans les grandes baisses, là, Exxon, il se débrouille très bien. Donc, c'est un peu pile je gagne, et face, je perds pas tant que ça, quoi. Exxon, c'est un peu le... Total aussi, d'ailleurs. C'est un peu la bête à deux dos, quoi. Merci beaucoup, Charles. Je vous en prie.